Bonjour à tous, on poursuit notre série de capsules vidéo en rapport avec la notion de travail et d'énergie. Un petit exercice, on s'était quitté lors de la dernière capsule vidéo avec un petit exercice. L'énoncé est le suivant, on a un alpiniste de masse totale petit m 75 kg, donc masse totale avec son équipement, qui entreprend donc une randonnée. Il doit partir d'un lieu d'altitude 150 mètres jusqu'au lieu d'arrivée qui se situe à une altitude de 2350 mètres. Question, justifier si le travail du poids P est moteur ou résistant. Donc là, un petit schéma finalement. Le schéma c'est le suivant. Alors si je prends une petite feuille, on a. Alors il est très pratique d'utiliser un axe des altitudes, hein. Quand on a un petit exercice comme celui qui est proposé, et qu'il faut calculer le travail du poids P. Voilà, donc ça c'est la rubrique méthodologie, hein. À chaque fois qu'on va vous poser un problème avec le travail du poids P qui intervient, il est, il est de bon usage d'utiliser un axe des altitudes, même si dans le sujet il apparaît pas. C'est une habitude. On fait apparaître un axe des altitudes Z en mètres qui va permettre de repérer l'altitude de l'objet, donc la position où il se trouve. Donc là, on parle d'un alpiniste qui, au départ, se trouve à une altitude qui est de, alors je vois 150 mètres. Et ensuite, il atterrit à une altitude qui est de 2350 mètres. Alors qu'importe le chemin, hein, il peut être là, le point B, il peut être... on avait vu dans une précédente capsule vidéo, ce qui était important, c'était quand on calcule le travail du poids P, ce qui était important, c'était la hauteur, hein, justement la différence d'altitude. Donc à un point B, par exemple ici. Je l'ai dessiné volontairement un petit peu excentré pour démontrer que, voilà, c'est une randonnée, hein, il peut y avoir et donc l'altitude du point B, elle est de 2350 mètres. Alors je vais dessiner ici les petits pointillés. 2350 mètres. Et voici le chemin suivi. Et il faut s'intéresser uniquement au poids P dans le problème. Voilà. Donc voici la situation, le schéma qui permet d'illustrer ce petit exercice. Et on a la petite masse de l'alpiniste et de son équipement. Question. Donc le poids P travaille, hein, le long du trajet pour aller de A à B. Le poids P va-t-il effectuer un travail moteur ou un travail résistant? Donc euh, la réponse, on en a parlé lors de la capsule précédente. On voit très bien que le poids P, ça va plutôt être une force qui va s'opposer au déplacement pour aller de A vers B. D'accord? Donc ça va être un travail qui va plutôt être résistant. Et même, d'ailleurs, on l'a vu comme un espèce de théorème dans la capsule précédente. Lorsqu'on a un objet qui augmente son altitude, le travail du poids est résistant. Donc, lorsqu'on va calculer la valeur du travail du poids P dans une telle situation, il va falloir qu'on s'attende à trouver un travail négatif. Donc là, ici, c'est un travail qui est résistant pour les raisons qu'on a évoquées. Deuxième question, calculer alors le travail effectué par le poids P durant ce trajet. Donc là, il s'agit d'une question assez classique, une application de la formule. Donc le travail du poids P durant le trajet AB est égal à la valeur du poids P. Alors j'allais mettre la flèche, mais non, il ne faut pas mettre la flèche, c'est la valeur du poids P multiplié par... alors je retire, je retire un petit peu cela. J'allais vous emmener vers une fausse piste. Vous voyez que j'allais... Bon, finalement, c'est pas trop mal que j'ai fait cette erreur. Ça va être source d'enseignement. J'allais écrire la formule générale P fois AB fois le cosinus alpha. Mais là, on voit très bien que cette formule, elle est absolument pas appropriée dans une telle situation. Elle est vraiment pas pratique, cette formule, pour calculer le travail du poids P. Mais voilà, il y a une formule déjà toute faite.
on l'a démontré. Il y a une formule qui permet de calculer le travail du poids P si l'objet monte ou si l'objet descend. D'accord? C'est une formule toute faite qu'on peut utiliser telle quelle directement. Donc là, on veut calculer le travail du poids P d'un objet qui monte. Donc le travail du poids P va être résistant. Donc ça va être la formule moins M fois G fois petit h. Application numérique, ça va nous donner moins, en faisant attention aux unités du système international, ça va nous donner moins 75 fois. Alors on va prendre 9,8 avec deux chiffres significatifs pour l'intensité du champ de pesanteur sur Terre, multiplié par H. Alors H, c'est la différence de hauteur. C'est la hauteur qui sépare. Donc lorsqu'on calcule le travail du poids P, que l'objet y monte ou que l'objet y descende, la hauteur H, c'est positif. C'est la hauteur qui sépare les deux positions. Donc là, 2350 moins 150, ça fait 2200. Donc fois 2200. Alors je reprends ici. Donc je vous invite à vérifier avec vos calculatrices que le travail du poids P avec deux chiffres significatifs, vous devez trouver 1600 kilojoules. Alors kilo, c'est 10 puissance 3. Hein. Donc voilà, effectuer le calcul qui permet d'obtenir le travail du poids P. Donc avec un signe moins pour indiquer qu'il s'agit bien d'un travail qui est résistant lorsque l'objet monte. Alors, paragraphe suivant. Alors, on va s'intéresser à une autre force conservative qui figure au programme. C'est la force électrique qui a été évoquée lorsqu'on s'est intéressé aux équations horaires. Fe égale Q fois E, E étant le vecteur champ électrique. Donc c'est une force conservative, mais on va le démontrer, comme on avait fait pour le poids P. C'est une force conservative, la force électrique. Donc quelle est la situation? Alors je vous expose la situation. On a une particule chargée. Alors le champ électrique E n'a d'effet, le champ électrique E n'a d'effet que sur les particules qui possèdent une charge électrique. D'accord? D'ailleurs, la formule qui permet de calculer la force électrique, je la rappelle, hein, la formule qui permet de calculer la force électrostatique subie par une particule, ça ne s'applique qu'à des particules qui possèdent une charge électrique Q en coulomb. Donc fois E. Q pouvant être une charge positive ou négative. Donc la situation est la suivante. On a une particule chargée qui baigne dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E. Et cette particule se déplace de A vers B. Alors le chemin, il n'est pas précisé. Hein. Justement, on va essayer de démontrer. Que justement la force électrique que subit la particule chargée, on va essayer de démontrer que cette force électrique ou électrostatique est une force conservative. Du coup, on va essayer de démontrer que le travail effectué par la force électrostatique ne va pas dépendre du chemin qu'on va suivre pour aller de A vers B. Alors, je redessine un autre schéma si vous voulez. Le travail effectué par la force électrostatique, ça ne va pas dépendre du chemin qu'on décide de suivre pour aller de A vers B, mais uniquement de la position de A et de B. Donc ça va être l'objet de notre démonstration, de la démonstration qui va suivre. Alors, commençons cette petite démonstration. Donc nous, d'après le cours, on a vu que le travail de la force électrique Fe sur le trajet AB, on a vu que c'était le produit scalaire de Fe. Donc là, c'est pas une multiplication, hein, c'est un produit scalaire de Fe et de AB. Donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc on a vu que c'était la valeur de la force électrique multipliée par la valeur du déplacement AB en mètres, multiplié par fois le cosinus de l'angle alpha. L'angle alpha étant donc l'angle entre le vecteur force électrostatique Fe et le vecteur déplacement AB, donc fois le cosinus de l'angle alpha.
Sachant que on avait donné une expression de la force électrostatique dans les précédents chapitres. Donc la valeur d'une force étant tout le temps positive, c'est égal à Q fois E. Mais étant donné que le champ électrostatique E est une grandeur toujours positive aussi, par contre, c'est assez rare, hein, il y a quelques grandeurs comme ça en physique, la charge électrique que porte une particule peut être positive ou négative. Mais comme la valeur d'une force est positive, ici, il va falloir mettre des valeurs absolues. Donc, multiplié par donc la distance AB, multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Alors, comme on avait fait pour calculer le travail du poids P, on va essayer de voir s'il n'est pas possible d'obtenir une expression simplifiée pour AB fois cos alpha. Donc, AB fois cos alpha. Alors, il s'agit d'une démonstration, hein. Pour réaliser cette démonstration, il faut faire apparaître un point C. Donc, n'oublions pas, hein, on veut effectuer le calcul du travail de la force électrostatique entre A et B. L'artifice de démonstration consiste à faire apparaître un point C pour avoir un triangle rectangle et afin de pouvoir utiliser les lignes trigo, cosinus, sinus et tangente. Et si on fait cet artifice de démonstration, on constate que l'angle alpha, qui est l'angle formé par le vecteur force et le vecteur déplacement AB, on le retrouve à cet endroit-là. Il s'agit toujours de la notion d'angle correspondant en mathématiques. Donc l'angle alpha qui est là, on le retrouve ici dans ce triangle rectangle ABC. Et dans ces cas-là, ben, le cosinus alpha, on peut avoir une expression du cosinus alpha qui est égal au côté adjacent. Dans le sujet, le côté adjacent, c'est le côté BC, qui est paramétré par la distance grand L. Donc on a grand L divisé par l'hypoténuse du triangle, c'est la longueur AB. Et donc ça nous permet d'obtenir la valeur de grand L. Grand L est égal à AB cos alpha. Et donc finalement, cela nous permet d'exprimer AB fois cos alpha, qui est égal à grand L. Ainsi, nous réussissons à démontrer la formule générale qui va permettre de calculer le travail d'une force électrostatique lorsqu'une particule chargée se déplace d'un point A à un point B. On obtient donc la formule pratique suivante, plus ou moins. Alors je mets le plus ou moins parce que parfois la force sera motrice et parfois le travail de la force sera résistant. Donc plus ou moins Q fois E fois grand L. Et si on analyse cette formule, on remarque la chose suivante. Le travail d'une force électrostatique, il dépend uniquement de trois choses. Il va dépendre de la valeur de la charge électrique Q en coulomb. Ça va dépendre de la valeur du champ électrostatique E en volts par mètre. Mais surtout le paramètre le plus important, c'est qu'on constate que ça va dépendre d'un paramètre qu'on a fait apparaître, c'est le paramètre grand L. Et qu'est-ce que ça représente grand L? Ben, c'est la longueur qui sépare le point de départ et le point d'arrivée B. Or, si on a un point de départ A et un point d'arrivée B, si on suit ce chemin-là, par exemple, qui est un chemin dessiné, un quelconque, hein, ou si on suit ce chemin-là, ou si on suit un autre chemin, on constate que la distance grand L, c'est la même. Donc finalement, on est en train de démontrer, on a réussi à démontrer que le travail de la force électrostatique, ça ne dépendait pas du chemin que l'on suivait pour aller d'un point de départ à un point d'arrivée, mais ça dépend uniquement de la longueur suivant E qui sépare A et B. Ainsi, nous réussissons à démontrer que la force électrostatique est une force conservative. Et d'un point de vue pratique, il faut retenir donc la formule suivante lorsque vous aurez à calculer le travail d'une force électrostatique. Alors le signe plus ou moins, il est très simple à comprendre. Si la force Fe est dans le même sens que, enfin, si la force Fe facilite le déplacement de la particule qui va aller de A vers B, comme c'est le cas de figure dans le schéma là, on parle d'un travail moteur, on mettra un signe plus. Par contre, si la force électrostatique est dans un sens opposé